Cette fois, les fouilles à Oak Island n'ont pas été motivées par une foi aveugle ou une légende héritée, mais par quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus dangereux. Des données qui refusaient d'être ignorées. Lorsque Rick Lagina et son équipe ont pris la décision de creuser un puits jusqu'à 150 pieds de profondeur, ils savaient qu'ils s'aventuraient en territoire inconnu. Il ne s'agissait pas simplement d'une fouille plus profonde, mais d'un risque calculé, reposant sur des années d'accumulation de preuves, un geste qui pourrait soit valider tout ce qu'ils croyaient depuis des décennies, soit le démanteler complètement. Pendant les années qui ont précédé ce moment, des outils perfectionnés ont discrètement cartographié ce que les yeux humains ne pouvaient jamais voir. Le géoscanning, l'imagerie par satellite et le radar à pénétration de sol ont tous abouti à la même conclusion troublante. À une certaine profondeur, la terre sous Oak Island ne se comportait pas comme un sol ordinaire. Vers 130 à 150 pieds, la densité changeait brusquement comme si un monde se terminait et qu'un autre commençait en dessous. Ce n'était pas un changement graduel, c'était net, défini, presque intentionnel, dans la façon dont il séparait une couche d'une autre. Au fur et à mesure que le forage commençait et que le puits s'enfonçait, les données commençaient à évoluer. Les relevés ne correspondaient plus à ce que les géologues attendaient d'une formation naturelle d'argile ou de roche. À environ 140 pieds, quelque chose a changé. Les capteurs ont commencé à détecter des anomalies d'abord subtiles, puis de plus en plus impossibles à ignorer. Lorsqu'ils ont approché 150 pieds, les carottes ont révélé des concentrations de minéraux lourds 3 à 5 fois supérieures à la normale. Il ne s'agissait pas d'une variation aléatoire, mais d'un modèle. C'est alors que survient le moment qui oblige toute l'équipe à s'arrêter et à tout réévaluer. La composition et la luminosité des particules récupérées dans les carottes ne ressemblent pas à du minerai ordinaire. Il ne s'agit pas de traces éparses de matériaux de faible valeur. Les analyses préliminaires indiquent quelque chose de beaucoup plus concentré. Des traces d'or commencent à apparaître dans les échantillons allant de 18 à 22 grammes par tonne, un niveau nettement supérieur à ce que la plupart des exploitations minières conventionnelles considèrent comme viable. Pour un endroit comme Oak Island, où chaque indice est scruté à la loupe, ce n'était pas seulement intéressant, c'était aussi explosif. Si ces relevés sont exacts et s'ils s'étendent sur une zone potentielle de 30 à 40 mètres, les implications sont stupéfiantes. Des estimations commencent à se former d'abord prudemment, puis avec une confiance croissante. La valeur d'un tel gisement pourrait atteindre entre 300 et 340 millions de dollars. Un chiffre qui fait écho aux légendes de longue date, mais cette fois-ci étayé non pas par des histoires, mais par des données mesurables. Et pourtant, plus il regardait en profondeur, plus la situation devenait troublante. Car la structure de ce dépôt ne semblait pas uniforme ou en couche naturelle. Au contraire, elle semblait segmentée, presque arrangée, comme si le matériau avait été délibérément placé ou dissimulé. Cela soulevait une question qui allait au-delà de la géologie. S'agissait-il simplement d'une poche concentrée de minéraux naturels ou faisait-il partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'artificiel? Et si c'était le cas, alors qu'il l'avait créé et dans quel but? La suite n'a pas simplifié le mystère, elle l'a intensifié. Car cette découverte n'a pas seulement fait avancer les fouilles, elle a forcé l'équipe à repenser sa façon d'appréhender chaque centimètre de sol sous ses pieds. Pour Rick Lagina, il ne s'agissait pas d'une simple phase supplémentaire des recherches, mais d'un tournant, d'un moment où des décennies d'efforts ont convergé vers une décision unique et lourde d'enjeux. L'histoire des fouilles sur Oak Island est longue et frustrante. Au fil des ans, d'innombrables puits ont été creusés, certains atteignant des profondeurs de 90 pieds, d'autres dépassant 120 virgules. Et à chaque fois, l'histoire suivait le même schéma. Les inondations interrompaient la progression. Les tunnels s'effondraient sans prévenir. Ou les résultats ne justifiaient tout simplement pas les coûts et les efforts énormes. Des millions ont été dépensés, mais le résultat est resté le même. Des indices, des fragments, des suggestions, mais jamais de preuves. C'est pourquoi la décision d'aller plus profond cette fois-ci a pesé si lourd. Il ne s'agissait pas d'une simple tentative, mais d'un point de non-retour. L'engagement financier à lui seul était stupéfiant. L'établissement d'un puits ciblé à cette profondeur nécessitait environ 2,3 millions de dollars couvrant des appareils de forage lourds, des systèmes de stabilisation avancés et un tubage spécialisé conçu pour contrôler l'intrusion de l'eau. Le coût journalier de l'excavation approchait les 45 000 dollars. Chaque heure comptait.
Chaque retard était lourd de conséquences. Mais contrairement à ce qui s'est passé par le passé, cette opération n'était pas basée sur des suppositions. L'équipe avait identifié une zone spécifique en utilisant une combinaison de technologies. Le géoradar, l'analyse microsismique et les relevés magnétiques pointaient tous vers la même zone, une région où la densité du sol s'écartait fortement de son environnement. En dessous de 130 pieds, cet écart s'accentuait, suggérant que quelque chose en dessous était fondamentalement différent du sol naturel ou de la roche. Ils ont également revisité les archives historiques en examinant les cartes des premières fouilles qui décrivaient les structures de soutien en bois découvertes en profondeur. Des preuves que l'activité humaine pourrait avoir existé à cet endroit bien avant le début de l'exploration moderne. Lorsque ces anciens récits ont été combinés aux données modernes, l'image est devenue plus difficile à rejeter. Alors que le forage approchait les 140 pieds, la réaction physique du sol a commencé à refléter ce que les données suggéraient depuis le début. La vitesse de progression a sensiblement ralenti, comme si la couche en dessous résistait à la pénétration. Les capteurs ont enregistré une augmentation de 32% de la résistance, une indication claire que le matériau à venir était plus dense, plus compact ou fondamentalement différent. C'était le signal qu'ils attendaient, quelque chose avait changé. À ce moment-là, la question a changé. Il ne s'agissait plus de savoir si quelque chose existait en dessous d'eux, mais s'ils avaient enfin trouvé le bon endroit. L'analyse plus approfondie n'a fait qu'accroître cette tension. Jusqu'au premier centimètre, tout semblait normal, conforme au schéma géologique connu. Mais au-delà du premier centimètre, la structure des couches a commencé à changer. Le géoradar a révélé des irrégularités de légères distorsions qui suggéraient que les couches n'étaient plus continues. Dans un premier temps, ces irrégularités ont été considérées comme des fractures naturelles. Mais des scans répétés autour du 100e-40e centimètre ont révélé une toute autre histoire. Les données ont montré une diminution de la densité d'environ 18%, ce qui contredit les attentes géologiques normales. À cette profondeur, les matériaux devraient devenir plus compacts et non moins. Les tests sismiques ont renforcé cette anomalie. Les ondes envoyées à travers le sol sont revenues à des vitesses différentes, indiquant qu'elles traversaient un espace moins dense ou peut-être creux plutôt qu'une roche solide. Cela suggère la présence d'une cavité. Mais ce n'est pas seulement l'existence d'un vide qui suscite l'inquiétude, c'est sa forme. Comparée à des modèles géologiques naturels, la structure ne correspond pas à ce que l'on attendrait d'une érosion ou d'un effondrement naturel. Au lieu de formations irrégulières et arrondies, les limites apparaissent droites, presque parallèles. Ce n'est pas la preuve définitive d'une construction humaine, mais c'est suffisant pour changer toute la perspective de l'opération. À ce moment-là, les données ont cessé d'être un guide pour devenir un avertissement. S'il y avait vraiment une cavité artificielle en dessous, cela pourrait indiquer la présence d'un tunnel, d'une chambre ou d'une forme quelconque de structure enterrée. Mais de tels espaces sont intrinsèquement instables. Y pénétrer directement avec un équipement de forage pourrait déclencher un effondrement ou pire, une inondation soudaine. L'histoire d'Oak Island est remplie d'incidents de ce genre où les progrès ont été réduits à néant en quelques secondes par des forces que personne n'a pu contrôler. L'équipe a immédiatement réagi en ralentissant les fouilles. La précision a remplacé la vitesse. Chaque centimètre parcouru a été mesuré, analysé et reconsidéré avant de poursuivre. Les enjeux avaient changé. Il ne s'agissait plus seulement de faire des découvertes, mais aussi de survivre à l'opération elle-même. Et puis alors que la tension atteignait son paroxysme, un autre signal est apparu. À environ 146 pieds, les capteurs magnétiques ont enregistré un pic soudain. Dans des conditions normales, le champ magnétique à cette profondeur reste stable, oscillant généralement entre 42 et 45 nanotesla. Mais cette fois-ci, il a bondi à 68 nanotesla. Une augmentation brutale et indéniable qui ne pouvait pas être expliquée par une variation géologique ordinaire. L'équipe a immédiatement interrompu le forage et a procédé à un second balayage, dont le résultat était identique. Il y avait quelque chose en dessous avec des propriétés métalliques. Dans un premier temps, l'explication la plus simple a été envisagée, il pourrait s'agir d'un minéral commun, peut-être du fer. Mais les échantillons de carottes ont commencé à raconter une histoire plus compliquée. Dans le matériau extrait, il y avait des traces de fines particules métalliques à peine visibles mais mesurables. Une première analyse spectrale a confirmé la présence de traces de métaux. Pas encore assez pour tirer une conclusion définitive, mais suffisamment pour approfondir encore le mystère. Car désormais la question n'est plus seulement celle d'une cavité ou d'une structure. Il s'agissait de savoir ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur.
Mais il était clair que la couche sous-jacente ne ressemblait pas aux roches naturelles. Certains échantillons présentaient une teneur en métal allant jusqu'à 1,8%, alors que le sol normal de cette région en contient moins de 0,2%. Et puis un autre changement a été remarqué. La vitesse de la foreuse a soudainement ralenti. La machine était la même. La pression était la même, mais la vitesse d'avancement avait chuté d'environ 27%. Cela indiquait que la couche sous-jacente était plus dense ou qu'elle touchait une structure solide. La charge sur la tête de forage a augmenté et les capteurs ont enregistré une augmentation de 19% du couple. C'est à ce moment-là que l'équipe a réalisé qu'elle n'avait plus affaire à un sol ou à une roche ordinaire, mais à une couche différente. Par précaution, la vitesse de creusement a été immédiatement réduite. Les données sont désormais vérifiées avant d'avancer d'un pouce. Car s'il y a une structure métallique en dessous, qu'il s'agisse d'un dépôt naturel ou d'une construction humaine, une collision directe pourrait menacer la stabilité de l'ensemble du tunnel. Dans l'histoire d'Oak Island, la précipitation s'est souvent révélée coûteuse. Cette fois-ci, l'équipe ne voulait pas répéter cette erreur. La question était maintenant de savoir s'il s'agissait d'une simple couche métallique ou du premier signe d'une structure plus importante. Car le pic magnétique, la trace métallique et la résistance croissante du forage, tous trois ne disaient qu'une chose, il n'y avait pas d'autre solution. Il y avait bien quelque chose d'inhabituel en dessous. L'échantillon de carottes a changé la situation. L'équipe avait déjà senti que quelque chose n'allait pas en dessous, après avoir remarqué des pics magnétiques et une augmentation de la résistance des forages. Mais le véritable tableau est apparu lorsque le premier échantillon de carottes complet a été extrait de cette zone. Cet échantillon provenait d'une couche située entre 148 et 150 et un pied, la zone même où les capteurs montraient le comportement le plus inhabituel. Au début, l'échantillon semblait être une pierre ordinaire, mais une fois nettoyée, sa texture a attiré l'attention de tous, elle n'était pas solide et uniforme comme une roche normale. Il avait un éclat métallique subtil, et plus étrangement, ses couches semblaient organisées contrairement à l'usure naturelle. Lorsque les premiers tests de laboratoire ont été effectués, les résultats ont complètement changé la situation. L'échantillon présentait des traces d'or allant de 18 à 22 grammes par tonne. Ce chiffre peut sembler faible, mais il est extrêmement important dans l'industrie minière. Une mine commerciale est généralement considérée comme rentable, même à des niveaux de 2 à 5 grammes par tonne. La valeur révélée ici était bien plus élevée que cela. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Non seulement des traces d'or, mais aussi un mélange de minéraux qui ne correspondait pas à la structure géologique naturelle de la région. La proportion de silice, de sulfure et d'éléments métalliques lourds était inhabituelle. Certains experts l'ont décrite comme une couche mélangée, une couche formée après traitement ou dépôt, plutôt que d'origine naturelle. Et c'est ce qui est le plus surprenant, car si cette couche n'est pas naturelle, cela signifie qu'elle a pu être créée ou modifiée à un moment ou à un autre. Certains géologues chevronnés de l'équipe ont immédiatement réagi. Selon eux, de telles structures sont généralement le résultat d'une ancienne activité minière ou du processus de dépôt d'un matériau métallique. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une simple roche. Cette découverte a changé le ton de toute l'opération. La fouille n'était plus seulement la recherche d'un mystère, mais celle d'une structure ou d'un gisement potentiel. Si la valeur de la trace de cette couche s'étend sur une large zone, sa valeur économique estimée pourrait atteindre non pas des millions, mais des centaines de millions de dollars. La plus grande question se posait alors, s'agissait-il d'une couche isolée ou de la limite extérieure d'un gisement plus important? Lorsque l'échantillon de carottes a révélé des traces de 18 à 22 grammes d'or par tonne, l'attention de l'équipe s'est portée non seulement sur la valeur, mais aussi sur la structure, car la véritable histoire ne réside pas dans la quantité de métal, mais dans sa dispersion. D'autres scans et prélèvements de microcarottes ont permis de clarifier une chose, il ne s'agissait pas d'un gisement aléatoire. Les couches étaient réparties comme si quelqu'un les avait placées de manière systématique. Le minerai d'or naturel est généralement irrégulier, parfois abondant, parfois inexistant. Mais le schéma révélé ici était différent. Dans une zone située autour de 150 pieds, des traces métalliques ont été enregistrées à 3 niveaux différents, l'un à 148 pieds, l'autre à environ 152 pieds et le troisième près de 157 pieds. À chaque niveau, les valeurs des traces dépassaient 15 grammes par tonne. L'esprit ne ressemblait pas à un filon naturel, mais plutôt à un épandage en couches. Et c'est là que la question s'est posée, s'agit-il d'un simple gisement ou d'une structure? Les données GPR ont également renforcé ce soupçon.
Les limites révélées par les scanners n'étaient pas circulaires ou courbes, mais ressemblaient plutôt à des lignes presque droites, comme la limite extérieure d'une chambre ou d'un mur. Dans certaines zones, une densité uniforme a été enregistrée sur 6 à 8 mètres, ce qui est considéré comme difficile à former naturellement. L'équipe a récupéré d'anciennes cartes. Les croquis réalisés lors des fouilles des XVIIIe et XIXe siècles faisaient état d'une étrange chambre latérale s'étendant à l'extérieur du puits principal. À l'époque, cela n'était considéré que comme une simple conjecture. Mais aujourd'hui, l'emplacement des nouveaux scanners correspond à cette même zone potentielle dans un rayon d'environ 20 à 25 mètres. C'est là qu'est née la théorie de la voûte. S'il s'agit d'une structure, il est possible qu'il ne s'agisse pas simplement d'un gisement naturel de minerais, mais d'un dépôt créé autrefois, une chambre où des matériaux métalliques ont été stockés en couches. Il était trop tôt pour prouver définitivement cette possibilité, mais les données indiquaient certainement que ce qui se trouvait en dessous différait du modèle naturel. L'opération n'était plus une simple excavation, mais la poursuite d'une question. L'équipe se trouvait-elle sur un simple dépôt ou sur une structure enterrée? Car s'il s'agissait d'une voûte, cela signifiait que le mystère d'Oak Island pouvait être lié non seulement à la nature, mais aussi à l'histoire de l'humanité. Comment l'estimation de 340 millions de dollars est-elle apparue lorsque les carottes et les motifs en couche ont commencé à indiquer qu'il n'y avait pas que de la roche ordinaire sous terre? La grande question suivante était de savoir quelle pouvait être sa valeur réelle. Bien que la valeur des traces de 18 à 22 grammes par tonne soit forte en soi, une estimation de plusieurs millions de dollars ne pouvait pas être faite à partir d'un seul échantillon. L'équipe a donc commencé à construire un modèle complet en combinant les données. Elle a d'abord calculé l'étendue de la zone. Sur la base du GPR et des scans microsismiques, il a été estimé que la zone métallique pouvait s'étendre sur un rayon d'environ 30 à 40 mètres. Dans certaines zones, l'épaisseur était de 3 à 5 mètres. Si l'on considère un bloc solide, cela équivaut à un volume potentiel d'environ 4000 à 6000 mètres cubes. L'équipe a ensuite procédé à une modélisation de la densité. Sur la base des minéraux lourds présents dans l'échantillon, la densité estimée varie de 2,8 à 3,2 tonnes par mètre cube, ce qui signifie que le poids total du matériau peut varier de 11 000 à 18 000 tonnes. Vient ensuite la partie la plus importante, l'estimation de la teneur en or. À raison d'une valeur moyenne de 18 grammes par tonne, la teneur potentielle en or de ce volume pourrait se situer entre 200 000 et 300 000 grammes, soit environ 200 à 300 le kilogramme. Au prix actuel du marché estimé à environ 60 000 dollars, le kilogramme, cela se traduit par une valeur de 12 millions à 6-8 millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des traces de plus de 22 grammes par tonne ont été enregistrées dans certains secteurs. Si l'on inclut ces poches à haute teneur et que l'on considère l'étendue totale comme une estimation plus large, la teneur potentielle en or pourrait atteindre 4 à 5 tonnes. C'est de là que provient l'estimation de 340 millions de dollars. L'équipe a créé deux modèles, l'un conservateur et l'autre agressif. Le modèle conservateur ne prenait en compte que la densité vérifiée et les valeurs moyennes des traces, ce qui conduisait à une estimation d'environ 90 millions à 140 millions de dollars. Mais le modèle agressif intégrait des schémas en couche des poches à haute teneur et des zones potentiellement étendues, ce qui portait la valeur à 300 millions à 340 millions de dollars. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'un simple jeu d'échantillons, mais d'une combinaison de données de dispersion et de probabilité. La question qui se posait alors était de savoir si la vérité réelle était plus proche du conservatisme ou de l'agressivité. Car la valeur réelle de ce qui se trouve sous le sol n'avait pas encore été entièrement révélée. Les liens avec l'histoire. Au fur et à mesure que de nouvelles données apparaissaient, l'équipe s'est demandé si tout cela était lié à des indices découverts précédemment. Car l'histoire d'Oak Island ne commence pas seulement avec les fouilles d'aujourd'hui. Elle se construit sur des centaines d'années d'efforts et de découvertes incomplètes. Et lors de ces anciennes fouilles, certains indices ont été trouvés qui semblent aujourd'hui revêtir une nouvelle importance. Tout d'abord, il y a la question des anciens tunnels d'inondation, dont certains datent du 1790 au début du 1800. Plusieurs excavateurs ont affirmé avoir découvert des passages souterrains en bois, passages qui permettaient à l'eau de mer de remplir les tunnels.
Des excavations ultérieures ont également mis au jour des poutres de soutien en bois à des profondeurs de 90 à 120 pieds. La datation au carbone de ces poutres a indiqué qu'elles pourraient remonter au XVIe ou XVIIe siècle. C'était déjà étrange en soi car il n'existe aucune trace solide d'établissement permanent dans la région à cette époque. Or, lorsque l'équipe a scanné une nouvelle zone au-delà de 140 pieds, les données de micro-résistivité ont indiqué des vestiges organiques comme du bois à certains endroits. Cela n'a pas encore été entièrement confirmé, mais il s'agit de la même profondeur où des supports d'origine humaine avaient été signalés précédemment. Les fouilles précédentes avaient permis de découvrir des pièces de monnaie et des fragments de métal dont certains étaient considérés comme étant de conception européenne. Une pièce de monnaie en cuivre qui daterait des 1700 et des restes métalliques ressemblant à des boutons indiquaient l'existence d'une activité humaine à cet endroit. L'emplacement de la zone métallique nouvellement découverte correspondait à peu près aux zones suspectes notées sur les anciennes cartes avec une différence d'environ 20 à 30 mètres. Et c'était la question qui pesait lourdement sur l'atmosphère. S'agit-il de la même zone où les gens avaient déjà atteint mais jamais entièrement compris ? Si les anciens tunnels d'inondation ont vraiment existé et si les structures en bois ont été construites par l'homme, il est possible que quelque chose ait été délibérément construit en dessous pour les protéger de l'eau. Or, les données de la nouvelle fouille semblaient correspondre aux anciens indices. Ce lien a fait de cette découverte non seulement un événement géologique, mais aussi une énigme historique. En effet, s'il s'agit de la même zone, cela signifie que le mystère d'Oak Island n'est peut-être pas seulement actuel, mais qu'il fait partie d'un plan vieux de plusieurs siècles. Au moment où l'équipe a atteint 150 pieds, elle a pensé que l'image pourrait enfin être claire. Quoi que ce soit, on le trouverait là. Mais le vrai suspense a commencé ici. Au fur et à mesure que de nouveaux scanners sont effectués, un schéma étrange apparaît. Cette zone ne se limite pas à la profondeur atteinte par la foreuse. Les données géoradar et sismiques indiquent que la zone métallique de faible densité pourrait se poursuivre en deçà de 150 pieds. À certains endroits, les relevés s'étendaient jusqu'à 165 à 175 pieds. Cela signifiait clairement que, quoi qu'il en soit, il ne pouvait s'agir uniquement de la couche supérieure. Puis un autre élément est apparu, et le retour des ondes sismiques a enregistré de faibles échos creux à certains endroits, comme si elles ne frappaient pas la roche solide, mais passaient plutôt à travers un creux à l'intérieur. La taille de ces poches creuses n'était pas encore claire, mais le diamètre estimé pouvait aller de 2 à 5 mètres. Il pouvait s'agir de lacunes naturelles, mais leur emplacement se trouvait directement sous la zone métallique stratifiée. C'est là qu'est apparue la possibilité d'un gisement multicouche. Si la couche supérieure donne une trace de 18 à 22 grammes par tonne et que des poches creuses existent en dessous, il est possible que le gisement ne soit pas confiné à une seule surface, mais plutôt réparti sur plusieurs couches. Certains experts ont estimé que si ce schéma se poursuivait au-delà de 30 mètres, le volume total pourrait être jusqu'à 2 fois supérieur à l'estimation précédente. Cela signifie que l'estimation agressive de 340 millions de dollars pourrait ne pas être définitive. Mais c'est là que le risque augmente, parce que les poches creuses sont synonymes d'instabilité. S'il y a vraiment des chambres vides en dessous, chaque étape ultérieure de l'excavation devra être prise avec une extrême prudence. Maintenant, l'histoire n'est pas seulement sur ce qui a été trouvé, mais sur ce qui pourrait être caché. Parce que la zone qui semble s'étendre au-delà de la portée de la foreuse indique que l'exploration ne fait peut-être que commencer. Au fur et à mesure que l'on s'apercevait que la zone sous-jacente pouvait s'étendre au-delà de 50 mètres et que des poches creuses pouvaient exister en dessous, une nouvelle préoccupation est apparue. Le danger s'était accru. L'histoire des fouilles d'Oak Island est déjà jalonnée d'accidents au cours desquels des tunnels se sont soudainement effondrés ou l'eau de mer a inondé l'ensemble du site. Cette fois-ci, la même crainte revient s'il y a effectivement des zones creuses dans le sous-sol, la stabilité du sol pourrait s'effondrer soudainement pendant le forage. Selon l'équipe d'ingénieurs à une profondeur de 150 pieds, la pression naturelle du sol et de la roche est déjà extrêmement élevée, environ 2,5 à 3 tonnes par mètre carré. Par conséquent, si la foreuse affaiblit un mur creux, toute la section peut s'effondrer en quelques minutes. Et ce n'est pas tout. Le plus grand danger était l'eau. L'une des caractéristiques les plus mystérieuses d'Oak Island est la présence d'anciens tunnels d'inondation par lesquels l'eau de mer peut atteindre les zones excavées. Si les poches creuses situées en dessous sont reliées à ces tunnels, l'eau pourrait s'y engouffrer à tout moment.
Selon les modèles d'ingénierie, si cela se produisait, des milliards de litres d'eau pourraient remplir le puits en seulement 30 à 40 minutes. Cela signifierait que toute l'opération devrait être interrompue immédiatement. Il ne s'agirait pas seulement d'un revers technique, mais aussi d'un revers économique. L'excavation avait déjà coûté plus de 5 millions de dollars, y compris les systèmes de forage, de balayage et de stabilisation. Les opérations quotidiennes coûtaient environ 500 000 dollars. Si le site devait être fermé soudainement, cet investissement pourrait être perdu. L'équipe était maintenant confrontée à une décision difficile: poursuivre ou arrêter et atténuer le risque, car ce qui se trouvait sous le sol pouvait valoir des centaines de millions de dollars. Mais des milliards étaient désormais en jeu pour y parvenir. Et une petite erreur pouvait tout gâcher. Alors que de nouvelles données sur les fouilles commençaient à émerger, l'histoire ne se limitait pas à la seule équipe de Oak Island. Les géologues, les analystes miniers et même les investisseurs commencent à suivre de près l'opération, car si une zone stratifiée d'une valeur de 18 à 22 grammes par tonne existe réellement sur une étendue de 30 à 40 mètres, il pourrait s'agir non seulement d'une découverte locale, mais aussi d'une découverte historique. Certains géologues indépendants qui ont examiné les données préliminaires ont estimé que si le modèle multicouche s'avère correct, le volume potentiel total pourrait augmenter d'1,5 à 2 fois par rapport au modèle conservateur précédent. Cela signifie que la valeur potentielle pourrait dépasser les 340 millions de dollars. C'est ce qui a suscité l'engouement des investisseurs. Car s'il s'avère qu'il s'agit bien d'un gisement vérifié, l'histoire d'Oak Island pourrait s'en trouver changée à jamais, passant d'un mystère à une ressource. Mais l'excitation grandit en même temps que les questions. La plus grande d'entre elles est la suivante: de quoi s'agit-il exactement? S'agit-il d'un simple gisement naturel formé par des processus géologiques? Ou pourrait-il s'agir d'une chambre forte cachée créée délibérément à un moment donné? Les données indiquent les deux possibilités. Des motifs sans couche et des poches creuses pourraient indiquer une structure artificielle. La présence de minéraux suggère également un dépôt naturel. Et s'il s'agit d'une structure artificielle qu'il a enterrée ici d'anciens tunnels d'inondation, des supports en bois et des artefacts historiques, suggère déjà que ce site a pu être un centre d'activité humaine à un moment donné. La question n'est plus seulement celle de l'or, mais aussi celle de l'histoire. S'agit-il d'un trésor ou d'un piège? Un piège que des structures complexes ont été construites pour protéger. Car la véritable réponse se trouve peut-être encore en dessous. Les profondeurs n'ont pas encore été atteintes. Si vous voulez être le premier à voir des histoires comme celle-ci, pleines de mystères, de drames et de révélations majeures, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, parce que la prochaine découverte pourrait changer l'histoire.